Bonjour, professeur Madragopalan, professeur Yves Loiseau, professeur Bachelet, professeur Venkatraman, professeur Paneerselvam, chers collègues, chers étudiants. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence sur activités d'apprentissage en classe de FLE. Je tiens à remercier tout d'abord professeur Madragopalan d'avoir lancé cette idée d'inviter professeur Yves Loiseau à organiser cette conférence et aussi d'avoir collaboré avec l'Université de Madras pour organiser cet événement. Je suis très honorée de la présence de M. Bachelet à cette conférence. Monsieur Bachelet, je suis vraiment touchée par votre participation à cette conférence. C'est un honneur pour moi d'inviter professeur Madragopalan à dire quelques mots. Professeur Madragopalan. Merci beaucoup, mademoiselle Mira Kamal. Je tiens à dire bonjour spécial à mon ami et collègue, M. Bachelet. Nous avons travaillé ensemble à JNU. Bienvenue à notre webinaire, M. Bachelet. M. Yves Loiseau, membre du comité exécutif de l'AITF, Madame Mira Kamal, chers collègues et chers amis. Je suis très heureux de faire cette allocution devant vous à l'occasion de ce webinaire en collaboration avec l'Université de Madras sur le thème activité d'apprentissage en classe de FLE. C'est en effet la troisième conférence de ce genre que nous organisons en moins d'un mois. Je félicite vivement le professeur Yves Loiseau qui, en dépit de son programme chargé, a pris la peine de collaborer à notre projet. Il est non seulement expert en FLE, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages. Son curriculum vitae est très impressionnant et je prierai Madame Mira Kamal d'énumérer un certain nombre de ses réalisations qui seront profitables à nos jeunes enseignants. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous évoquer ici brièvement les stratégies que notre association a adoptées pour assurer la survie du français en Inde. C'est un des temps forts de l'histoire de notre association qui a traversé et qui traverse encore bien des épreuves dans la poursuite de son action en faveur du français et des enseignements du français. Les participants de ce colloque ont d'ailleurs apprécié à leur juste valeur les activités que nous menons inlassablement malgré le peu de ressources dont nous disposons. Nous nous attachons à proposer des mesures pour parer au plus pressé et nos propositions sont les suivantes. Premièrement, éviter de mettre le français dans une situation conflictuelle avec la langue régionale ou nationale dont l'introduction est tout à fait compréhensible et légitime. Ce que nous appelons langue régionale en Inde n'a pas la même connotation qu'en France. Ce ne sont pas des langues minoritaires parlées par un petit groupe en marge de la société. Il s'agit chez nous des langues pratiquées par la population d'un État tout entier dont la taille peut parfois atteindre celle de la France ou de la Belgique. Certaines de ces langues sont très anciennes et dotées d'une littérature très riche. Dans ces conditions, il est tout à fait naturel que chacune des langues aspire à jouir d'un statut plein de dignité qui lui assurera une pérennité. Ensuite, positionner le français comme une langue en partage avec d'autres langues régionales en définissant et en délimitant la place du français dans le contexte indien. En troisième lieu, valoriser la culture et la civilisation locale en accordant une place importante à l'interculturel. Les manuels et les méthodes fabriquées en France ont jusqu'ici accordé une place importante à la culture et à la civilisation française. Il est temps que l'enseignement du français prenne conscience des réalités linguistiques et culturelles des pays destinataires, car bien souvent, les apprenants se trouvent dans l'obligation de transmettre en français les valeurs culturelles du pays. Étant donné les dimensions de l'Inde, la tâche s'avère difficile, mais incontournable. Cependant, en associant les partenaires du pays, il sera certainement possible de surmonter le problème. Quatrièmement, adapter la pédagogie du FLE en fonction des nouveaux impératifs du pays. Avant tout, il est nécessaire de tenir compte des nouvelles exigences du pays. On ne peut pas calquer le programme du français
sur celui qui est prescrit par les concepteurs de manuels. Le nombre d'heures par semaine doit être souple de façon à se conformer aux visées générales des établissements indiens. Cinquièmement, concevoir des objectifs précis de façon à ce que les autres matières n'en pâtissent pas. Enfin, organiser des programmes et des événements susceptibles de convaincre les autorités locales au niveau politique ainsi qu'au niveau administratif de l'importance du français comme langue internationale. C'est là que le rôle d'une association professionnelle s'avère indispensable, car la tâche demande beaucoup de tact et de diplomatie avec une connaissance approfondie du terrain. Je tiens à remercier les membres du comité exécutif de l'AITF, en particulier les professeurs Venkatraman, secrétaire général, Paneerselvam, trésorier, et Mira Kamal, madame la vice-présidente, pour leur soutien inconditionnel à toutes nos activités qui ont fait de l'AITF une association extrêmement dynamique. Je remercie tous les participants dont la présence ici est une preuve indéniable de leur intérêt pour le français. Monsieur Yves Loiseau, nous vous sommes encore une fois reconnaissants de nous avoir aidés à organiser ce webinaire. Je tiens à vous remercier tous de votre fidélité. Bonne continuation et merci. Merci beaucoup, M. Madangopalan. C'est grâce à votre soutien que nous avons pu contribuer un petit peu au rayonnement du français en Inde. Avant de présenter M. Yves Loiseau, je voudrais dire bonjour à M. Gunalan. Merci beaucoup, M. Gunalan, de votre présence, de votre soutien. Merci beaucoup. Je ne sais pas, je me pose la question, est-ce que M. Yves Loiseau a besoin d'être présenté à nos membres, parce que tous les membres de notre association connaissent bien M. Yves Loiseau. Nous sommes très honorés de l'avoir comme membre du Conseil international de l'AITF. Professeur Yves Loiseau a mené une thèse de doctorat. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. J'ai résumé son parcours professionnel et académique. Je vais présenter son CV un peu brièvement. Je sais bien que vous attendez sa présentation avec beaucoup d'enthousiasme. Professeur Yves Loiseau a mené une thèse de doctorat sur l'incidence de l'espace et du temps dans l'enseignement des langues cultures étrangères sous la direction du fameux Robert Galisson à l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle en 2002. Professeur Yves Loiseau travaille actuellement à l'Université catholique de l'Ouest, Angers, France, et y a servi longtemps comme directeur pédagogique du Centre international d'études françaises entre 2006 et 2013. Ces publications sont très nombreuses et je vais en citer quelques-unes qui sont très populaires, qui sont inscrites au programme des universités, des collèges en Inde, plus particulièrement à l'Université de Madras. Il a publié chez Éditions Didier, Paris. Par exemple, il a publié Connexion en 2004, L'attitude entre 2008 et 2010, la série de grammaire essentielle du français entre 2015 et 2018, et plus récemment, Exercice de grammaire et conjugaison en 2020. En fait, professeur Yves Loiseau était l'un des premiers auteurs à sortir un manuel basé sur l'approche actionnelle en 2004. C'était les manuels Connexion qui nous a servi de modèle pour adapter le cadre au contexte indien. Il est expert invité au CIP, Centre international des études pédagogiques à Sèvres, et professeur invité en Inde, au Japon, dans de nombreux pays européens et Amérique latine. Professeur Loiseau a mené des recherches importantes sur l'autonomisation et les grands groupes, c'est-à-dire l'enseignement aux grands groupes. Il a entrepris une partie de ses travaux de recherche en Inde, plus particulièrement à Chennai et à Pondichéry. En fait, nous connaissons professeur Yves Loiseau de son nom depuis 2000, quand professeur Madangopalan avait inscrit au programme de l'Université de Madras l'un de ses livres de grammaire. Professeur Yves Loiseau a participé à notre congrès international en 2007 à Pondichéry et désormais sa collaboration avec l'AITF continue. Chaque fois que l'AITF a senti un besoin d'organiser un stage pour les enseignants, M. Yves Loiseau a été toujours gentil de nous aider à animer des stages de formation. Personne ne me contestera si je dis que professeur Loiseau est l'un des rares experts français qui connaissent le mieux la situation du français en Inde et qui comprennent les contraintes, les impératifs du système éducatif indien.
Il sait comment adapter son stage aux besoins des enseignants indiens en fonction des objectifs locaux. Attendez, pardon. Justement, l'AITF a honoré en 2019 professeur Loiseau du prix AITF pour sa contribution importante à l'enseignement du français en Inde au sein de l'AITF. Un grand merci, professeur Loiseau. C'est avec un grand plaisir que nous vous invitons à donner cette conférence. À vous la parole. Merci Mira Kamal de cette très belle présentation. Je ne sais pas si je la méritais autant. Bien sûr. Je vous remercie pour cette présentation. Je vais donc commencer sans plus tarder. Je vais commencer par afficher mon diaporama. Le voici. C'est bon, tout le monde le voit? Pas encore. Pas encore, il arrive. C'est la fiche de présentation, vous avez ça à l'écran? Oui. Très bien. Donc, nous allons commencer avec des remerciements, évidemment. Je remercie tout d'abord Monsieur Madana Gopalan, le président de l'AITF, et également le professeur Mira Kamal de me faire l'honneur de participer à cette présentation aujourd'hui. Nous sommes une centaine de personnes à participer à ce webinaire et je remercie évidemment tous les participants qui, en ce début d'après-midi, ont bien voulu se joindre à nous. Une petite précision par rapport à ce qu'a dit le professeur Mira Kamal sur mon CV. Actuellement, mon travail évolue sans arrêt, il change sans arrêt. Actuellement, en 2020, j'enseigne à la fois dans un centre de français langue étrangère où j'enseigne la grammaire et l'expression écrite auprès d'étudiants étrangers, et j'interviens également dans des facultés où j'interviens auprès d'étudiants de master qui préparent un master de didactique pour devenir plus tard professeur de français langue étrangère. Cette précision est importante parce que j'en ai besoin pour le contexte de ma présentation. Le plan de ma présentation est en 3 parties. Je parlerai d'abord de l'apprentissage et de l'enseignement. Nous verrons ensuite quels sont les contenus d'apprentissage pour finir avec la partie qui vous intéresse le plus, les activités d'apprentissage. Tout d'abord, si mon diaporama veut bien avancer, l'apprentissage et l'enseignement. Donc, le titre de cette intervention, c'est les activités d'apprentissage. Activités d'apprentissage, le mot est important. On n'a pas utilisé le mot activité d'enseignement parce que je vais mettre l'accent sur l'apprentissage. Pour 3 raisons. La première raison, c'est que nous avons tous un cerveau qui est différent du cerveau de notre voisin. Il y a 7 milliards de personnes à peu près sur Terre et il y a 7 milliards de cerveaux qui sont différents les uns des autres. Différents parce que nous avons chacun des connaissances qui sont différentes, nous avons chacun des intérêts qui sont différents, nous avons chacun des spécialités qui sont différentes et donc notre cerveau nous est propre et individuel. Et qui plus est, le fonctionnement de notre cerveau est individuel. Nous avons des connaissances et la façon dont nous utilisons ces connaissances, la façon dont nous les organisons, dont nous les structurons et dont nous les faisons interagir pour pouvoir communiquer avec les autres, nous est personnel. Et c'est vraiment très très important, en particulier dans l'apprentissage d'une langue. Deux points. Quand un enfant quand un enfant naît, c'est dans les 3 premières années, il doit apprendre à communiquer. Il n'a pas de professeur qui lui apprend à parler français ou à parler tamoul. Il apprend tout seul. Il reçoit des informations dans son contexte. Il voit les arbres, il voit les animaux, il voit le chat, il entend ses parents. Et petit à petit, il construit tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, pour pouvoir comprendre le monde, et il construit lui-même sa langue. Il n'a pas de professeur de langue. Et donc ça, c'est vraiment très très important. C'est très important parce que chaque fois que vous apprenez une langue, vous l'apprenez et vous constituez votre propre langue. Ma langue française
m'appartient. Je ne la partage avec personne. Ma construction de la langue française est personnelle. Ma langue française n'est pas la langue française de mon frère ou de mes amis. Parce que j'ai des idées différentes dans ma tête, j'ai des connaissances différentes dans ma tête et j'utilise ces connaissances de manière différente. Quand je pense au mot, par exemple, amitié, le mot amitié dans ma tête n'a pas le même sens nécessairement que le mot amitié dans la tête de mon frère ou d'un de mes amis. Et donc ça, c'est très très important. La deuxième raison, c'est ça. Pour acquérir des connaissances, on ne peut pas transférer les connaissances depuis un livre et les mettre directement dans sa tête. De la même manière, les connaissances et les compétences de l'enseignant ne peuvent pas être transférées directement dans la tête d'un étudiant parce que les connaissances et les compétences de l'enseignant ne sont pas les connaissances et les compétences de l'apprenant, de l'étudiant. L'étudiant doit construire lui-même ses connaissances et l'organisation de ses connaissances. On a déjà vu ça. Donc, en définitive, l'enseignant ne doit pas enseigner. L'enseignant ne doit pas expliquer parce que ses explications, elles sont bonnes pour lui, mais elles ne correspondent pas au fonctionnement cognitif de ses étudiants. Et donc, le rôle de l'enseignant est d'assister l'apprenant dans l'autostructuration de ses connaissances. Autostructuration de ses connaissances, l'apprenant construit, structure lui-même ses connaissances et ses compétences. Et l'enseignant, évidemment, pour que l'apprenant puisse construire ses connaissances et ses compétences, l'enseignant doit fournir à l'apprenant des moyens d'apprendre. Les moyens d'apprendre, ce sont des documents, ce sont des activités. Et alors, le rôle de l'apprenant, c'est d'être actif dans son apprentissage. S'il doit construire ses connaissances et ses compétences, il faut qu'il bouge dans sa tête pour pouvoir construire lui-même ses connaissances et ses compétences, éventuellement avec l'aide des autres étudiants, parce qu'on ne peut pas apprendre seul, on a besoin des autres pour apprendre. Un enfant entre 0 et 3 ans, il ne peut pas apprendre la langue tout seul, il a besoin des autres pour apprendre, il a besoin de ses parents et des autres enfants éventuellement pour apprendre. L'apprenant doit être actif, il doit construire ses connaissances pour devenir autonome, pour être capable de faire les choses lui-même. La deuxième raison, c'est ça. Ça, ce sont les classes en Inde. Il y a 50, 80 ou 100 étudiants dans votre classe. Ce qui fait que, oui, cette étudiante qui est devant, vous pouvez surveiller ce qu'elle fait, vous pouvez l'accompagner, vous savez comment elle travaille, vous l'appréciez bien parce que c'est une bonne étudiante. Mais cette étudiante-là, vous n'avez pas souvent l'occasion de le voir. Et en plus, celui-là, vous ne le connaissez même pas. Peut-être qu'il s'est même trompé de cours. Peut-être qu'il devait aller en biologie et il est arrivé dans votre classe par accident. Troisième raison, c'est que maintenant, avec la pandémie, avec le confinement, vos classes sont vides. Et vos étudiants, ils sont à la maison, ils sont tout seuls. Et vous n'êtes pas à côté d'eux pour leur enseigner ce qu'ils doivent apprendre. Ils se retrouvent tout seuls. Et donc, il faut leur apporter des activités d'apprentissage pour qu'ils puissent apprendre tout seuls. Vous n'êtes plus là. Je passe à mon deuxième point, les contenus d'apprentissage. Au début du mois de juin, le professeur Ashish Agnihotri nous a fait l'honneur d'une très belle conférence lors du séminaire organisé par l'AITF et l'université GNU à Delhi. Il nous a expliqué que l'apprenant
doit acquérir des compétences langagères. Je souligne le mot compétence, j'en ai besoin tout de suite. Et puis, il nous a expliqué également que ces compétences, ces savoirs, ce sont des savoirs et des savoir-faire communicatifs. Et donc, l'objectif de l'enseignement, l'objectif de vos enseignements, ce serait de développer des compétences communicatives chez les apprenants, chez les étudiants. Ce serait merveilleux, ça voudrait dire que vous amenez vos étudiants à communiquer par écrit, à faire des projets où ils parlent, où ils écrivent, ils créent des choses, ils regardent des vidéos, ils regardent des films, et puis ils expriment leurs sentiments, ils vous disent, ils interagissent à la façon d'un directeur ou d'un marchand de vaisselle, mais ils communiquent, ils bougent. Si c'était ça le programme, ce serait merveilleux. Nous serions dans un très beau, dans un monde merveilleux et tout irait bien. Malheureusement, il y a les Boards of Studies. Les Boards of Studies qui ne sont pas toujours dans le même courant de pensée que le professeur Ashish Agnihotri. Chez les Boards of Studies, souvent, on met l'accent sur les connaissances et sur le savoir. Les connaissances et le savoir, c'est essentiellement la grammaire, le vocabulaire, l'écrit et la traduction et la culture. J'ai mis une petite flèche après écrit et traduction parce que souvent, ce qu'on propose aux étudiants en termes d'écrit et traduction, c'est une simple réutilisation des connaissances de grammaire et de vocabulaire. Et donc, c'est un petit peu moins gai que les compétences parce que en grammaire, on bouge un petit peu moins et en vocabulaire, on bouge un petit peu moins qu'avec des compétences de communication. Néanmoins, à partir de ces éléments que nous imposent les Boards of Studies, il faut vous demander à chaque fois qu'est-ce que les étudiants doivent apprendre. Quels sont les objectifs d'apprentissage? Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre en grammaire? Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre en vocabulaire? Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre en culture? Et quelles activités puis-je leur donner pour qu'ils puissent apprendre? Vous vous souvenez, ils ne sont pas dans votre classe, ils sont chez eux. Quelles activités je peux leur donner pour qu'ils puissent apprendre tout seuls avec leur ordinateur? Tout seuls ou avec les autres étudiants? Alors bien sûr, vous avez des livres dans lesquels vous avez des objectifs, dans lesquels vous avez des contenus, dans lesquels il y a déjà des activités. Donc ces livres-là que vous utilisez, c'est une bonne base pour vous. Mais il faut souvent aller plus loin. J'en arrive aux activités d'apprentissage. Les activités d'apprentissage doivent faire en sorte que l'étudiant puisse découvrir lui-même les éléments à apprendre. C'est ce qu'on appelle, en termes un petit peu compliqués, une approche explicite et inductive. Explicite parce qu'on s'arrête à un certain moment sur le point qu'on veut présenter aux étudiants, et inductive parce que c'est l'étudiant qui trouve lui-même les informations. Et je vais prendre un exemple grammatical, en l'occurrence, le pronom don. Donc, traditionnellement, vous donnez aux étudiants une jolie explication que vous donnez à l'oral ou que vous donnez à l'écrit. Ça, il faut arrêter. Il ne faut pas donner d'explication, il ne faut pas donner de règles. Parfois, si vous êtes créatif, vous pouvez éventuellement faire des jolis schémas qui vous conviennent très très bien parce que vous êtes des enseignants très compétents et vous comprenez toute la grammaire. Ça non plus, c'est pas bien parce que ça ne correspond pas au fonctionnement cognitif de vos étudiants. Ce que je vous propose, j'ai 4 pages à vous proposer. Ce que je vous propose, c'est une démarche où l'étudiant va découvrir lui-même les choses. Donc, je commence par m'assurer que les étudiants savent de quoi il est question. Je m'appuie sur leurs connaissances et mes consignes ne sont pas nécessairement en français. Ce que j'ai fait ici, c'est ce que vous feriez traditionnellement dans votre classe avec vos étudiants. Ils sont présents et vous leur expliquez qu'on a déjà étudié les pronoms qui et que
et que aujourd'hui on va découvrir le pronom don. Je donne aux étudiants un texte dans lequel il y a des choses que nous avons déjà étudiées, ici le pronom que, et c'est sur ces choses que nous avons étudiées que je vais pouvoir amener à réfléchir et à comprendre le pronom don qui est l'objectif de l'apprentissage aujourd'hui. Vous avez vu en haut à droite que j'ai mis une petite référence. Quand je donne des documents aux étudiants, quand je donne des fiches d'activité, je les numérote de manière à ce que l'étudiant sache précisément ce dont nous parlons et qu'il puisse mettre en ordre, qu'il puisse classer les différentes fiches que je lui donne. Première étape. Je propose ici une première étape individuelle, parce que l'étudiant il est tout seul chez lui. Mais on pourrait très bien faire, et souvent je travaille moi en groupe, je propose activités de découverte en groupe de 2 à 5 étudiants. Dans mes cours de master, je vous ai dit que j'enseignais en master, systématiquement, je fais du travail de groupe pour commencer une étude d'un nouveau point. En grammaire, ça peut être bien de commencer par une étude individuelle parce que l'étudiant construit son savoir grammatical avec son fonctionnement cognitif qui est propre. Et donc, ça peut être bien de commencer par un travail individuel. Ici, j'indique les étapes dans le travail. On est à l'étape numéro 1. J'indique une durée. Je dis à l'étudiant, tu vas prendre 10 minutes pour faire ce travail-là. Pas besoin de travailler plus. Je fais attention à écrire des consignes claires. Ici, je demande à l'étudiant de lire les phrases et de répondre aux questions. J'indique entre parenthèses, écris tes réponses. Parce que des étudiants, ils vont dire, oh, je vais répondre aux questions dans ma tête et c'est bon. Non, je veux les traces écrites de ces réponses. Pour être sûr que l'étudiant a bien travaillé et pour l'aider, lui, à bien répondre. Vous avez vu que j'écris, ici je donne les consignes en anglais ou en tamoul, c'est à vous de choisir. Vous utilisez la langue qui convient le mieux à vos étudiants. Le français, pour faire de la réflexion, pour faire des études, c'est pas la meilleure langue. Moi, si j'étais en Inde, je préférerais utiliser l'anglais ou le tamoul ou l'hindi, une des langues que les étudiants maîtrisent bien pour leur poser des questions sur la langue. Ici, par exemple, j'ai commencé avec une phrase que j'ai tirée du texte. 1.1, c'est une ville dont on parle beaucoup en été. Je pose des questions sur cette phrase-là et je pose ces questions en anglais ou en tamoul ou dans une des langues des étudiants. Alors, pour cette première phrase ici, j'ai posé 2 questions. Le nombre de questions n'est pas défini, ça dépend de vos étudiants, c'est vous qui choisissez. Dans ce premier exemple, j'ai fait 2 questions. Mais si, d'accord, je pose des questions pour que l'étudiant réfléchisse. Si vous savez que vos étudiants ont plus de mal, vous pouvez leur poser plus de questions. Ici, dans ce deuxième exemple, je commence par travailler sur la phrase « On parle beaucoup de la ville en été ». Je travaille déjà sur cette phrase-là pour essayer de voir quels sont les éléments de la phrase. Et c'est seulement dans une seconde partie que je vais travailler sur le pronom don parce que je sais qu'il y a besoin de faire des révisions sur ce qu'est un verbe, sur ce qu'est un sujet, sur ce qu'est un complément pour que les étudiants puissent comprendre comment fonctionne le mot don. On arrive à la deuxième page. Les étudiants ont travaillé déjà, ils ont répondu à des questions individuellement. Je leur demande d'écrire une règle pour l'utilisation du pronom don. C'est eux qui formulent la règle, ce n'est pas moi qui formule la règle. Troisième étape, étape individuelle, auto-évaluation. Je donne 5 minutes pour ça. Ici, un exercice. Les étudiants ont réfléchi à l'utilisation du pronom don. Ils ont écrit une règle. Je leur propose un exercice pour qu'ils vérifient s'ils ont bien compris comment ça fonctionne. Je donne le corrigé
l'activité est autocorrective. L'enseignant ne la corrige pas. C'est un test d'auto-évaluation avec une autocorrection. Ici, l'exercice que je propose, il est en format texte que je peux envoyer aux études, que je peux distribuer aux étudiants sous format papier s'ils sont dans ma classe, ou que je peux envoyer aux étudiants en format Word, en format PDF s'ils ne sont pas dans ma classe, s'ils sont chez eux. On peut facilement préparer des activités plus interactives. Pour une activité d'évaluation, par exemple, ici, le pronom-don, j'ai fait rapidement avec Google Form un fichier, un petit questionnaire. Donc, je reprends les mêmes consignes, je reprends les mêmes phrases, et puis je demande aux étudiants de choisir les réponses, et à la fin, il y a une correction automatique qui est faite par l'ordinateur. Donc là, il n'a pas d'autocorrection, c'est l'ordinateur qui lui dit s'il a bien répondu ou non. Avec un petit commentaire, bravo, tu as bien réussi. Et puis, quand il s'est trompé, quand il a fait une erreur, on lui dit non, 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 ce n'est pas que, c'est non. Et puis, on lui fait encore une fois un petit commentaire. Ces petites activités correctives sont faciles à faire avec Google Form ou avec la plateforme numérique de votre université, s'il y en a une. Dans mon université, nous utilisons la plateforme Chamilo. Et donc, j'ai construit rapidement pour vous montrer ce que cela donne en construisant l'activité avec Chamilo. Ces constructions d'activités de QCM, c'est quelque chose qui est simple. Quand vous utilisez Google Form ou Chamilo ou une autre plateforme numérique la première fois, c'est difficile. Vous allez passer une demi-heure pour faire un exercice. Mais au fur et à mesure que vous faites des exercices, vous prenez l'habitude de faire les exercices et un QCM comme ça vous prend moins de 3 minutes à écrire parce que vous êtes habitué. C'est difficile au début, mais quand vous avez fait beaucoup d'exercices, vous faites ça en quelques minutes. Donc là, ces activités que j'ai faites par Internet, c'est autocorrectif, je n'interviens pas, je ne les regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Quatrième étape, après que l'étudiant a réfléchi, après qu'il a écrit une règle, après qu'il s'est auto-évalué dans un test d'auto-évaluation, dans un exercice d'auto-évaluation, je le fais travailler avec un autre. Je le fais travailler avec un autre étudiant. Quand je fais travailler les étudiants par deux ou en groupe, très souvent, c'est moi qui décide avec qui ils travaillent. Parce que je n'ai pas envie que ce soit toujours les mêmes étudiants qui travaillent toujours avec leurs amis. Je préfère mélanger les groupes. Ça ne plaît pas toujours à mes étudiants, mais souvent je préfère décider qui travaille avec qui. Donc là, on est arrivé dans une activité par pair. L'objectif ici, après que l'étudiant a écrit sa règle, c'est qu'il vérifie la règle qu'il a écrite avec un de ses partenaires pour voir s'ils sont arrivés à la même règle, s'ils ont compris la même chose. Et je leur demande d'écrire une règle commune pour arriver à négocier entre eux, pour arriver à quelque chose qui puisse être diffusé auprès d'autres étudiants éventuellement. Dans les classes nombreuses, je travaille souvent par deux, je travaille souvent en groupe. Avec une classe de plus de 20 étudiants, ça doit être systématique. Moi, à l'université, à Angers, en France, j'ai pas des classes de 100 étudiants, j'ai des classes de 20 ou 25 étudiants. Systématiquement, j'ai des travaux de groupe. Quatrième étape. Là, les étudiants ont réfléchi. Ils ont écrit une règle. Ils ont fait une auto-évaluation. Ils ont partagé la règle avec un de leurs amis. Éventuellement, ils se retrouvent en classe. Et là, en classe, avec le reste du groupe, on essaie de voir ce qui a été fait, comment ils ont réfléchi. S'ils ne sont pas en classe parce qu'il y a le coronavirus qui circule, ils restent à la maison. Et là, je vais leur demander quand même d'envoyer leur règle au professeur pour qu'il puisse vérifier la règle. Parce qu'à un certain moment, il faut quand même que le professeur comprenne si l'étudiant a bien compris. Mais si l'étudiant
envoie sa règle et qu'elle est bonne, le professeur a juste à dire « bravo, c'est très bien ». Il n'y a pas besoin de correction complémentaire. Arrivé à cette étape, vous n'avez rien enseigné. Si tout se passe bien, vos étudiants ont appris le fonctionnement de Don. Vous n'avez rien enseigné, mais les étudiants ont appris tout seuls. Vous n'êtes pas avec eux s'il y a le confinement, vous n'êtes pas avec eux chez eux dans la maison. Il faut qu'ils travaillent tout seuls et qu'ils apprennent tout seuls. J'en arrive à l'étape 6. L'étape 6, ce sont les exercices. Là encore, selon les activités, chaque fois que c'est possible, les étudiants travaillent en groupe. Ça permet de confronter les réponses, ça permet de mieux apprendre, ça permet de voir comment les autres étudiants apprennent. Alors en grammaire, ce sont des exercices extrêmement simples. Pardon, je reviens en arrière. Ce sont des exercices classiques avec des textes à trous, des exercices d'appariement, des choses classiques que vous connaissez. Il n'y a rien de formidable dans ce que je vous propose ici. Je ne vous ai pas mis tous les exercices, j'ai mis des etc. parce que je n'avais pas besoin de construire toutes les activités pour que vous compreniez. Évidemment, dans une activité grammaticale, on commence par des choses faciles et puis on se finit ici avec quelque chose de plus difficile où les étudiants doivent écrire un texte en utilisant, si possible, qui, que, dont. Je vous ai mis ici activité 8, etc. parce que les activités peuvent aller plus loin encore. Vous pouvez demander à des étudiants de faire un travail avec un autre étudiant, de faire un travail en groupe. Encore une fois, les exercices ne sont pas limités. Ce sont juste quelques exemples que je vous donne ici. Bien sûr, pour les exercices que je leur donne, je donne un corrigé. Je ne corrige pas en classe les exercices de type QCM appariement à trous. Si vous corrigez des exercices d'appariement ou si vous corrigez des QCM en classe, c'est une perte de temps. Vous perdez votre temps. Vous demandez aux étudiants de s'auto-corriger. En revanche, pour les activités plus complexes, je vais proposer une correction par les pairs. Si par exemple vous avez donné un texte aux étudiants à écrire, je vais dire envoie ton texte à ton copain et puis demande à ton ami de corriger ton texte, de vérifier que c'est correct. On peut espérer que l'autre étudiant va dire non, là je ne pense pas que ce soit don, je pense que c'est plutôt que. Après cette correction par les pairs, par les autres étudiants, vous pouvez, si vous n'avez rien à faire le soir, vous amuser à corriger tous les exercices, évidemment. C'est vous qui décidez. Mais ce qui est simple, je ne le corrige pas. J'essaie de ne pas perdre de temps. Pour résumer, une fiche d'activité d'apprentissage doit comprendre les connaissances antérieures, parce que je me base sur ce qui a déjà été étudié auparavant pour continuer l'apprentissage. La fiche d'activité propose des étapes pour que l'étudiant sache bien ce qu'il fait à chaque étape, avec une durée, parce que je ne veux pas qu'il passe 1 heure sur une activité qui doit durer 10 minutes. Des consignes claires où l'étudiant sait exactement ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit cocher des cases? Est-ce qu'il doit écrire? Est-ce qu'il doit écrire en français? Est-ce qu'il doit écrire en tamoul? Dans la mesure du possible, une autocorrection dès lors que l'autocorrection est possible, ou une correction par les pairs pour ne pas avoir, moi, enseignant, une trop grande charge de travail et pouvoir m'occuper d'autres choses s'il y a besoin. Et puis, très très important, des travaux de groupe chaque fois que c'est possible. Encore une fois, vous avez des manuels. Dans ces manuels, vous avez déjà des activités et bien évidemment, vous vous appuyez sur ces manuels-là qui souvent font partie du programme sur lequel ils vont être évalués. Donc, vous vous basez évidemment sur vos manuels d'enseignement si votre établissement vous en donne. Tout ce que j'ai proposé dans l'immédiat, je le donne souvent à mes étudiants sous forme de papier quand ils sont dans mes classes, mais je les mets également à disposition de mes étudiants sous forme numérique. Donc, qu'ils pourraient faire à la maison s'ils sont à la maison.
Notre plateforme, je vous l'ai dit, à l'université s'appelle Chamilo. Dans ce cours Chamilo, ici, j'avais créé ce semestre un cours pour mon cours de compétences écrites, dans lequel j'avais mis des documents. Et les étudiants retrouvaient ici tous les documents que nous utilisions en classe. Et ils pouvaient aller chercher eux-mêmes les documents pour pouvoir travailler. Ces documents comportaient des activités, des questions auxquelles les étudiants devaient répondre. Nous utilisons également un autre outil à l'université, en plus de Chamilo, qui s'appelle Microsoft Teams. Là encore, pour un autre cours de compétences écrites, je mettais aux étudiants tous les documents à leur disposition. Par exemple, ici, on avait un premier texte qui s'appelait Bulle théâtrale et le texte Bulle théâtrale était accompagné des questions que je posais aux étudiants et ils pouvaient travailler à la maison s'ils le souhaitaient. Si vous n'avez pas... j'utilise aussi un troisième outil avec certains de mes étudiants qui est Google Drive. Là encore, dans Google Drive, vous voyez, j'ai plusieurs cours. Expression orale, grammaire, histoire des méthodologies. Ici, je vous ai fait un cours pour faire mon activité sur don. J'avais créé un espace dans le Drive où je retrouvais mon activité sur don. Ce sont des outils numériques que nous sommes amenés à utiliser et que nous serons amenés à utiliser de plus en plus. Et donc, il faut les utiliser, il faut prendre l'habitude de construire des choses avec ces outils numériques et puis les proposer aux étudiants. Ce que vous construisez en classe habituellement, c'est du papier que vous distribuez. Ce papier, si vous l'écrivez avec votre ordinateur, vous l'avez en format numérique, vous avez juste à mettre ces documents à disposition à vos étudiants. Tout cela prend beaucoup de temps parce que ce que vous deviez dire dans vos classes, maintenant il faut l'écrire. Tout le cheminement que vous aviez dans l'organisation de vos classes, avant c'était dans votre tête et vous le disiez, maintenant il faut l'écrire. Avant vous aviez des exercices sur papier, c'était facile, il y avait juste à écrire. Maintenant il faut transformer ces activités de manière numérique avec Google Forms ou avec votre plateforme numérique, ça prend du temps. Oui, c'est vrai. Pour cela, il faut collaborer, il faut échanger, partager, diffuser, coopérer, contribuer, donner vos activités, céder vos activités. Quand vous avez fait une activité, dites à tout le monde, tous les enseignants que vous connaissez, j'ai fait cette activité, je vous la donne, peut-être que vous pourrez l'utiliser. Vous avez créé une activité sur don, distribuez-la à tous les collègues que vous connaissez, peut-être qu'ils pourront l'utiliser. Et en retour, ces collègues-là vous enverront d'autres activités qu'ils ont créées et que vous pourrez utiliser. Alors, la collaboration, ça existe déjà dans l'Internet. Il y a des gens qui envoient dans certains sites des activités qu'ils ont faites. Ici, j'ai mis le site Le Point du Fleu. Il y a ISL Collectif qui également propose des activités. Ces sites-là sont très bien, seulement ils ne sont pas adaptés pour votre programme. Ils ne sont pas adaptés à votre contexte indien. Ici, on propose des choses, par exemple, ce que j'ai à l'écran ici, drôle d'expression, ça, vous n'aurez jamais l'occasion de l'utiliser en Inde, ce n'est pas du tout adapté à vos étudiants. Donc, il faut ces sites-là, moi, je n'y vais jamais parce que je ne trouve jamais des choses qui correspondent à mes étudiants. Je préfère créer moi-même et partager mes activités que je fais dans mon université, dans mon école, avec les autres professeurs de mon université et de mon école parce que nous travaillons avec les mêmes étudiants et nous travaillons avec les mêmes besoins. Il y a aussi, j'allais oublier, TV5 Monde qui propose de très très bonnes ressources. Mais là encore, il faut que vous avez déjà beaucoup de choses à présenter à vos étudiants à partir de votre programme, à partir des manuels. C'est peut-être pas nécessaire d'aller chercher des programmes dans TV5 Monde si vous avez déjà un programme. Si évidemment vous n'avez pas de manuel, là vous êtes obligé d'aller chercher des ressources à gauche et à droite. Les Boards of Studies, je vous l'ai dit, nous imposent des connaissances et des savoirs en grammaire, vocabulaire, écrit, traduction et culture. Souvent, l'oral est oublié dans les programmes d'enseignement.
ça ne fait pas partie des évaluations proposées par les Boards of Studies. Vous ne faites pas passer d'évaluations en compréhension orale ou en expression orale, mais ça peut être bien quand même de proposer un peu d'oral s'il vous reste un petit peu de temps pour pouvoir faire travailler les étudiants. Là encore, les étudiants, c'est de l'oral, donc ils vont travailler en groupe. Je vais les amener, quand je fais de la compréhension orale, les étudiants ne travaillent pas tout seuls avec leur compréhension orale, ils travaillent par 2 ou par 3 pour arriver à me produire une synthèse, par exemple, de documents oraux. Conclusion. L'enseignement doit se transformer en apprentissage. Il faut que vous habituiez vos étudiants à comprendre tout seuls ce que vous leur apportez, à construire eux-mêmes leurs connaissances et la façon dont ils font interagir leurs connaissances, parce que leur cerveau est individuel et il ne marche pas comme votre cerveau d'enseignant. Et il faut les amener petit à petit à une autonomie d'apprentissage. Ils doivent être capables d'apprendre tout seuls, petit à petit, avec vous qui êtes là pour les guider et pour leur montrer comment apprendre. Cette autonomie d'apprentissage, elle leur sera utile également en tant que personne. Ils vont en étant autonomes en tant qu'apprenants, ils deviendront également autonomes en tant que citoyens indiens capables de réfléchir. Et ça, c'est l'objectif final de l'école, c'est l'objectif final de l'université, c'est de faire des étudiants, des personnes qui réfléchissent et qui savent interagir. Cette conférence, malheureusement, est tout à fait contraire à tout ce que je viens de vous dire, parce que c'est moi qui ai parlé pendant une 40aine de minutes, alors que j'aurais préféré vous faire travailler et vous faire découvrir tout ça. Certains se sont peut-être un petit peu endormis et ont un petit peu de mal à ne pas somnoler. J'ai essayé de vous proposer quelque chose d'interactif et j'espère que vous avez bien profité de ces quelques mots et je vous remercie vivement de votre attention. Place aux questions. Merci, professeur Yves Loiseau. C'était une excellente présentation. Je suis très sûre qu'elle aide nos enseignants de repenser, revisiter leur pratique pédagogique en ce qui concerne les activités en classe de FLE. Et avant que la séance soit ouverte aux questions, je voudrais faire quelques précisions aux participants. All those who have registered with us and who could not participate today live, you still have a chance to watch the video today. It will be uploaded on the AITF channel on YouTube and the link will be given on AITF website. And the questions also will be uploaded tonight, 5 questions. And all those who want the certificate, please fill the questions and send it to us by Thursday without fail. All those who registered and submitted the questions, the answers will get the certificates without fail. So please watch the website, look for the website, the details on our website, AITF website tomorrow. And you can watch the video once again if you would like to, and fill the questions and send it to us, submit to us. Thank you so much. Si vous avez des questions, Monsieur Yves Loiseau est tout prêt et tout enthousiasmé à vous répondre. Voilà. En fait, il y a une question, Yves Loiseau, quelqu'un m'a écrit cette question à mon compte WhatsApp. Quel est votre conseil pour l'enseignant pendant cette période de pandémie? Quel est mon conseil? Mon conseil, c'est d'accompagner l'étudiant, de le guider pour qu'il sache ce qu'il doit faire. S'il doit étudier la page 42 du manuel qu'il utilise en classe, ou si vous lui donnez un texte à traduire, il faut l'aider à étudier cette page 42, il faut l'aider à traduire ce texte, il faut lui poser des questions pour le guider. Ce dont il a besoin, c'est d'être accompagné, c'est d'être guidé dans son apprentissage.
Et pour cela, il faut lui donner des conseils, mais lui poser des questions pour qu'il puisse lui-même cheminer dans son apprentissage. Mais il a besoin de votre guidage, de votre accompagnement. Alors c'est mieux si vous faites un guidage ou un accompagnement pour tous vos étudiants, parce que si vous faites un guidage individuel pour chacun de vos étudiants, vous allez bientôt être débordé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez des questions, vous pouvez soit demander directement à poser cette question. Je peux poser des questions, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Mais je poserai après les étudiants, peut-être à la fin, peut-être dans 10 minutes. Hein? D'accord. Je voudrais écouter les questions et les réponses, et puis à la fin, peut-être, je vous poserai les questions. Très bien. Si vous voulez, vous pouvez écrire les questions dans le chat box. Alors, monsieur Dr Kalplata me pose une question dans le chat. Est-ce que votre méthode est interactionnelle? Oui, nécessairement. Il y a deux choses à prendre en compte. Tout d'abord, l'étudiant doit pouvoir réfléchir avec sa manière de réfléchir à lui qui est personnelle. Il doit pouvoir construire la langue française à sa manière. Mais pour vérifier qu'il a bien construit comme il faut sa langue française, il faut qu'il puisse la vérifier. Et je préfère, comme j'ai 100 étudiants dans ma classe, je n'ai pas envie que les 100 étudiants viennent chacun tour à tour vérifier auprès de moi. Donc je vais demander à ces étudiants de vérifier auprès d'un autre étudiant. Et donc ils vont travailler par deux, ils vont travailler par groupe de 4 pour pouvoir vérifier s'ils ont bien compris et si ça fonctionne. Et donc, pour qu'ils puissent travailler par groupe de 2 ou par groupe de 4, je vais leur donner des activités qu'ils pourront faire tout seuls, par groupe de 2 ou par groupe de 4, sans que j'aie besoin d'intervenir. Après qu'ils auront fait ce travail par groupe de 2 ou par groupe de 4, donc là on est dans l'interaction, je pourrais éventuellement aller voir ce qui s'est passé dans le groupe de 4. Mais vous comprenez bien que si j'ai 100 étudiants et qu'ils travaillent par groupe de 4, cela me donne seulement 25 vérifications à faire. Je ne vérifie que 25 fois ce qui a été appris. S'ils ne travaillent pas en groupe et que j'ai un groupe de 100 étudiants, je devrais faire 100 vérifications. Le groupe me permet de soulager mon travail. Et si les étudiants travaillent par groupe de 4 et que tout fonctionne bien, qu'il n'y a aucun problème, tout le monde est d'accord sur ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Si un groupe a un problème, je suis disponible pour aider le groupe. Une question. Ashish Agnihotri a une question à vous poser. Oh non! Donc, merci. Vous m'entendez? Oui! Oui, d'accord. Merci beaucoup Yves de cette excellente communication. Je suis tellement heureux de vous voir déjà et je suis tellement heureux par la suite que vous ayez partagé vos connaissances avec nous. Ça nous a beaucoup enrichi et je vous félicite de la clarté de cette communication dans ce temps tellement bizarre et difficile, parce que c'est vrai, avec les problèmes de connexion, etc., d'autres problèmes. Déjà, on n'est pas ensemble. Vous avez fait quelque chose d'une clarté sans pareil. Félicitations. Ça, c'est la première remarque. Merci. Par la suite, je suis aussi très heureux que vous ayez pris la peine de regarder ou de consulter ma propre communication dans une conférence antérieure. Et ça m'a fait très plaisir parce que ça aussi, c'était sur Internet. On a eu l'impression qu'on parlait dans le vide. Donc, ça fait plaisir que quelqu'un a pu s'en servir. Merci. Troisième chose, je crois que vous nous avez vraiment dit nos 4 vérités. Et ça, c'est extrêmement important que nous y réfléchissions. Et c'est que notre plus grand problème dans le contexte actuel, c'est
c'est le Border Studies, c'est les boards. Et en effet, tant qu'on continue à parler de la grammaire, du vocabulaire, de l'écrit, la traduction, etc., sans parler de l'oral, on ne pourra pas vraiment avancer dans l'enseignement du français. Il est tellement important d'intégrer l'oral quelque part, parce que sans cette pratique de l'oral, nos étudiants, nos apprenants, ils ne pourront pas vraiment avancer dans leur tentative d'apprendre le français. Et pour cette raison, puisque je sais que nous avons aussi des collègues ici qui sont en discussion avec les divers boards of studies, si eux, ils peuvent parler d'une possibilité d'y inclure aussi un petit composant oral dans ce travail. Donc ça nous aidera énormément. Et mon dernier point, c'est que surtout ce qui est excellent, c'est que vous avez dans ce temps-là parlé des Moodle, vous avez parlé de Google Meet, vous avez parlé de Chameleon, des Teams et de Drive, etc. Merci beaucoup parce que c'est vrai, c'est des choses dont on ne s'est pas servi jusque-là, mais là, on est obligé de les intégrer dans notre enseignement parce que, à mon avis, ce sera le nouveau, comme on dit, le new normal. Donc, merci beaucoup, merci infiniment. Merci. Pour répondre, les Boards of Studies, je comprends pourquoi les Boards of Studies existent et je comprends pourquoi elles proposent les programmes qu'ils proposent. L'oral, c'est difficile à mettre en place en Inde et c'est difficile à évaluer. Si vous devez évaluer l'oral et que vous avez 100 étudiants, combien de temps vous allez passer en tant qu'enseignant à évaluer tout votre groupe de 100 étudiants? C'est démesuré. Vous y passez beaucoup trop de temps. Et donc, le Board of Studies préfère que vous vous consacriez à l'écrit. Ce n'est pas une mauvaise idée. Après, peut-être qu'il y aurait un ajustement à faire pour aller plus vers des compétences et abandonner un peu les structures qui sont basées beaucoup sur la grammaire et le vocabulaire et pour lesquelles les étudiants ne comprennent pas toujours quelle est la finalité. Mais les Boards of Studies, il ne faut pas les détruire, ils sont très très utiles. Vous me permettez donc une petite réflexion, c'est que vous savez, on a déjà des oraux pour la chimie, pour la biologie, pour la physique et pour beaucoup d'autres disciplines. Dans ce contexte-là, pourquoi pas envisager quelque chose pour le français et pour les langues étrangères en général? Également, à la rigueur, ça pourrait faire partie de l'évaluation interne. Mais ça, c'est vraiment au niveau de la politique de l'État, donc il faudra penser, et ça, c'est une autre discussion et une discussion très importante, mais au long terme. Merci. C'est votre cuisine indienne, vous vous débrouillez avec ça. Ouais. Merci. Ravikan Kumar avait une question. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation de Covid-19 pour bien enseigner et aider les étudiants à distance? La situation de Covid-19, nous l'avons eu également en France. Moi, mes cours ont été arrêtés le 15 mars. Et du 15 mars jusqu'au mois de juin, je n'ai pas eu de cours avec mes étudiants. Ils étaient rentrés chez eux. Certains étaient restés en France. Certains étaient repartis au Japon. D'autres étaient repartis aux États-Unis. Et j'ai fait cours à distance. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, tous mes documents, toutes mes activités sont en ligne. Et donc, les étudiants avaient accès à tous mes documents, à toutes mes activités qui étaient préparées pour que les étudiants travaillent tout seuls ou avec d'autres. Je donne à mes étudiants parfois des activités à faire en groupe. Il y a des étudiants qui doivent faire des projets. Je leur donne 12 heures et je leur dis faites un projet sur qu'est-ce que c'est que la francophonie. Et donc, ils sont à distance, ils se débrouillent, mais à la fin, je veux qu'ils me donnent un dossier de 3 ou 4 pages, un diaporama sur qu'est-ce que c'est la francophonie. Ils travaillent tout seuls, ils se débrouillent, ils vont chercher des informations dans l'Internet, ils communiquent entre eux en faisant des documents communs dans Google. Dans Google Docs, on peut partager un document, on peut partager un diaporama, et donc ils s'organisent eux-mêmes pour construire ce projet que je leur ai donné. Et ça fonctionne.
Mes étudiants, à la fin des 12 heures que je leur ai données, ils m'envoient un document, ils m'envoient un diaporama que je peux étudier. Là, encore une fois, ils ont travaillé en groupe, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 100 documents à corriger, j'ai seulement 25 ou 20 documents à corriger, ce qui facilite mon travail. Mais il faut mettre en ligne tous les documents, toutes les activités. Le problème, c'est que les étudiants n'ont pas toujours un très bon équipement informatique. Certains travaillent, même en France, avec des téléphones portables uniquement parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur. Là, ça pose problème. Là, j'ai pas de solution parce que je ne peux pas distribuer des ordinateurs à tous mes étudiants. Merci. Il y a deux questions de la part de Shri Ashwathaman et de Radha. Radha pose cette question: que faire pour les étudiants qui n'apprennent pas aussi vite que les autres, c'est-à-dire dans un cas d'un groupe hétérogène? Et les étudiants qui ne travaillent pas à la même vitesse, j'en ai sans arrêt dans mes cours. Mes étudiants sont des étudiants qui viennent de Corée, qui viennent des États-Unis, qui viennent de Vietnam. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, ils n'ont pas la même rapidité pour produire, ils n'ont pas le même fonctionnement. Et j'ai sans arrêt des étudiants qui vont plus vite que les autres. Mon programme, il est basé sur les étudiants qui ne vont pas trop vite et qui comprennent pas trop bien. Et donc, mon programme, il est basé sur ces étudiants moyens. Pour les étudiants qui vont plus vite que tous les autres, qui sont pas moyens mais qui sont super bons, je propose des activités en plus. Ce qui m'intéresse, c'est les étudiants super bons, ils vont toujours réussir. Donc, j'ai pas besoin de m'occuper d'eux. Ce qui m'intéresse, ce sont les étudiants moyens qui, eux, ont des problèmes. Et le programme est fait pour ces étudiants moyens, et donc je fais en sorte que ce programme soit adapté aux étudiants moyens. Et il reste les étudiants faibles. Si je ne m'occupe pas des étudiants super bons, si les étudiants moyens arrivent à suivre le programme qui est prévu pour eux, ça veut dire que moi, enseignant, je suis disponible pour aller travailler plus profondément avec les étudiants faibles. Donc, en résumé, les étudiants très bons, je ne m'en occupe pas parce qu'ils travaillent bien. Les étudiants moyens, ils ont un programme qui est adapté à leur niveau. Je ne m'en occupe pas beaucoup et je m'occupe essentiellement des étudiants qui sont faibles et qui ont besoin d'explications, qui ont besoin de plus d'accompagnement. Mais c'est difficile. Pardon? Mais c'est difficile à faire. Oui, absolument. L'enseignement n'est pas facile. Et non. Shri Ashwathaman de Kuwait, il pose une question. Dans une activité de groupe, il y a toujours des participants passifs. Comment pouvons-nous les encourager à participer? Alors, il y a deux choses. Première chose, c'est du discours. Ces étudiants qui n'ont pas envie d'apprendre, qui sont assis au fond de la classe et qui ne font pas les activités, je peux aller les voir et puis leur demander à quoi ça sert d'être à l'université. Pourquoi tu es à l'université? Pourquoi tu veux apprendre des choses qui ne t'intéressent pas? Est-ce que tu penses que c'est utile d'apprendre? On peut essayer d'être un peu psychologue et puis de faire en sorte d'expliquer aux étudiants que oui, d'accord, ils n'ont pas choisi de venir à l'université pour apprendre le français, mais ils n'ont pas été pris en biologie, donc ils viennent apprendre du français. Et je leur dis, essaie un petit peu de profiter de ce temps que tu as pour apprendre, même si ça ne te plaît pas. La deuxième chose, quand je propose des activités en groupe aux étudiants, je leur donne une grille d'évaluation du travail en groupe. S'il y a 5 étudiants dans le groupe, chacun individuellement va remplir cette grille d'évaluation qui va me dire comment se sont comportés les autres étudiants dans le groupe. Je demande aux étudiants, à chaque étudiant, est-ce que les autres étudiants ont bien travaillé? Est-ce que chaque étudiant a apporté des informations? Est-ce que chaque étudiant a bien communiqué? Cette fiche qui est individuelle, il me l'envoie à moi.
Et donc, si dans un groupe de 5 étudiants, j'ai 4 étudiants qui me disent « L'étudiant Ashish, il n'a rien fait, il n'est pas venu travailler avec nous, il n'a apporté aucun document, il n'a répondu à aucune de nos questions », alors, pour cet étudiant-là, je vais faire une pondération de la note. Les 4 étudiants qui auront travaillé auront par exemple 9 sur 10. Pour Ashish qui a mal travaillé, il aura 0% ou 10% de 9 sur 10. Et donc, il se retrouvera avec une note de 0 ou 1. Tous les ans, je propose cela à mes étudiants, en master notamment. Et tous les ans, j'en ai un qui, à un moment ou un autre, ne fait pas son travail et qui se retrouve avec une mauvaise note. Évidemment, j'avertis les étudiants que quand ils sont en groupe, ils doivent collaborer. Sinon, le résultat est mauvais parce qu'il y a une évaluation du travail en groupe. Si la psychologie ne marche pas, il y a des méthodes coercitives sur les notes. Ok, merci. Une dernière question avant que le professeur Madanagopalan vous pose sa question. Est-ce que vous pensez que les manuels, ça c'est de la part de Shelley Bora, les manuels contextualisés du FLE donnent un meilleur résultat? Alors, si vous avez des manuels qui sont bien faits et qui sont adaptés à vos étudiants, l'avantage des manuels, c'est qu'ils vous font gagner du temps parce qu'ils vous donnent des textes, parce qu'ils vous donnent des documents audio, peut-être éventuellement des documents vidéo, et en plus, pour ces textes, pour ces documents audio, pour ces documents vidéo, on vous propose des activités. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller chercher à gauche et à droite des textes, des vidéos, des documents audio, et vous n'avez pas besoin de créer des activités. Si vous trouvez un bon manuel qui vous propose au moins cette base, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Les manuels ne sont pas parfaits. Les manuels ne sont pas adaptés aux 100 étudiants qui sont dans votre groupe. Et donc, vous avez besoin de compléter le manuel, vous avez besoin d'adapter le manuel à votre groupe. Mais les manuels, c'est une bonne base. Ça facilite beaucoup le travail. Au moins, il y a un programme qui est organisé. Au moins, vous avez des documents et des activités. Bon, merci, oui. Il n'y a pas de manuel parfait. Non. Au professeur Madanagopalan. Oui. Bon. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Ce n'est pas une question que je vais poser. C'est une série de réflexions. Parce que j'ai commencé ma carrière en 1965. Je suis encore enseignant. J'ai pris la retraite en 2002 et je continue ma carrière. 55 ans d'enseignement, si vous voulez. Et quand vous avez fini votre conférence en disant apprentissage vers l'autonomie, donc je pense que c'est positif, très positif. Ok. Est-ce que nous avons réussi? La première question. Et nous avons à peu près 10 000% de Français en Inde. C'est beaucoup. Et 600 000 étudiants à tous les niveaux. C'est beaucoup. Et je me demande si nous, le corps enseignant, est satisfait de ce résultat. Est-ce que il y a un effectif qui grossit d'année en année et quel est le résultat? Je me pose la question, je pose à nos collègues parce que nous avons commencé le master dans toutes les universités indiennes. À Banaras University, à JMU, à Madras, à Nagaland, à Silchar, dans le nord, et Simla, vous avez vu
vous avez rencontré Madame Sakti. Donc, nous avons commencé. Est-ce que le niveau est le même? Est-ce que nous avons été satisfaits? C'est pas seulement à vous que je pose la question, je pose à tous les profs qui sont ici. Je prends cette occasion à poser cette question à nos collègues ici. C'est parce que votre conclusion, apprentissage, donc il y a quelqu'un qui apprend, qui enseigne, et les étudiants deviennent autonomes. C'est ça. Est-ce qu'ils deviennent vraiment autonomes? Est-ce qu'ils savent s'exprimer? Nous avons organisé le premier webinaire avec Ashish, Dr. Venkataraman, Dr. Anil Selvam et Mme Virat Kamal. Et j'avais dans la tête lecture, compréhension, grammaire, exercice, aboutissant à l'expression écrite. Et tous les cadres, nous avons parlé de tout cela sans parler de l'expression écrite. Parce que nos étudiants ne savent pas écrire correctement. 4 phrases. Je vous pose la question. Merci. Et je demanderai à M. Bachelet d'intervenir parce que nous avons travaillé à GNU pendant une dizaine d'années. Nous avions un MA en 5 ans. Depuis la première année jusqu'à la 5e année. Donc, il aura un master. Quand il arrive là-bas, il ne connaît pas le français. Celui qui formait dans toute la première année une formation donnée par M. Bachelet. Nous avions produit d'excellents professeurs, Kamala GNU, Kala, beaucoup de candidats qui vont prendre la retraite. Et je ne sais pas comment lui réagit. Tant d'années, il n'a pas continué l'enseignement. Mais quand même, il y a quelque chose comment dirais-je, d'amertume à la fin de votre carrière. L'autonomie des étudiants, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre. Je ne cherche pas à faire en sorte que les étudiants... On ne peut pas penser que les étudiants vont devenir complètement autonomes. Ce que je cherche à faire, moi, dans mes cours, c'est que sur un point, sur une activité, sur une compétence, ils arrivent au moins à être autonomes dans cette activité, dans cette compétence. Et s'ils arrivent déjà à atteindre cette autonomie sur un point ou sur une compétence, je suis très content. Petit à petit, en faisant plus d'activités autonomisantes, en essayant de modifier leur manière d'apprendre, ils développent leur autonomie. Ce que je cherche à faire, c'est d'apporter un peu d'autonomie. Après, il y a le côté de l'étudiant qui doit lui-même prendre en charge son apprentissage pour devenir autonome. Il y a des étudiants qui sont déjà autonomes avant d'arriver dans mes classes et donc qui y arrivent parfaitement. Et puis, il y a des étudiants qui sont complètement bloqués parce qu'ils ont des problèmes. Et je ne pourrai jamais les rendre autonomes parce qu'ils ne peuvent pas psychologiquement devenir autonomes. Mais j'essaie toujours de faire en sorte que les étudiants soient un petit peu plus autonomes quand ils quittent ma classe que quand ils viennent dans ma classe. Je me souviens d'un exemple d'une étudiante japonaise qui voulait passer un examen oral de DELF. Et la première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai donné un sujet d'oral, comme il y a à l'examen. Et normalement, c'était niveau B1, je crois, elle devait parler 15 minutes peut-être. Et au bout d'une minute, elle avait terminé. Elle ne savait pas du tout comment parler. Elle ne savait pas du tout comment organiser son discours. Et donc, petit à petit, je l'ai amenée à réfléchir à
comment est-ce qu'on peut organiser un oral. Et puis, 3 mois plus tard, elle parvenait à faire un discours de 15 minutes pour un examen de texte. On y arrive petit à petit. Chez certains étudiants, ça marche très bien. Chez d'autres, ça ne marche pas. L'étudiant qui est tout au fond de votre amphithéâtre, de votre salle de cours, et qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il doit apprendre le français et à quoi ça lui sert d'apprendre le français, vous aurez beaucoup de mal à lui faire comprendre ce que c'est que l'autonomisation. Sachi, tu veux dire quelque chose? Sachi? Je ne sais pas s'il est là, il a quitté. Je ne sais pas. Non, il est là, mais je ne sais pas s'il vous entend bien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Est-ce qu'on arrête cette séance? Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. Monsieur Yves Loiseau, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, d'avoir animé très bien cette séance et d'avoir répondu patiemment à toutes les questions. J'espère que... Il y avait encore quelques questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais je crois qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les questions, malheureusement. Non, on aura d'autres occasions à poser des questions, Oui. vous aurez d'autres occasions à répondre, donc peut-être en présentiel, à Chennai peut-être, la prochaine fois. Oui. On vous invitera à l'université de Madras. Donc je vous remercie très vivement de votre présence, de votre soutien à l'AITF. C'est un soutien inconditionnel que vous nous avez éprouvé. Grand merci. Et je remercie tous les participants de leur participation active à cette conférence. Nous croyons relancer notre colloque que nous avons reporté à cause de la pandémie, le colloque sur Gandhi et le monde francophone que nous devons organiser pour fêter le 150e anniversaire de Mahatma Gandhi. Donc, on espère réorganiser cette conférence en août. Donc, vous pouvez consulter notre site pour des détails et nous vous enverrons des informations sur ce colloque. Merci beaucoup.